Salut à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui tout simplement parce que je vais partir en balade avec les amis toute la journée. Donc je te propose tout simplement de m'accompagner avec moi pardon. Voilà, comme d'habitude je vais en profiter pour te faire découvrir des petites choses, que ce soit sur la route, que ce soit sur la moto, bref peu importe, voilà, pour t'apprendre des petites choses. Et donc première étape avant de partir, c'est de faire le plein de la moto. Et voilà, c'est le moment déjà, un premier moment pour t'expliquer quelques petites choses. Alors là c'est pas le cas, mais ce que je voudrais te montrer, c'est ici. Là sur cette pompe, on a 200 plombs 95. Donc sur nos motos classiques, on va mettre du 95. Tu peux mettre du 98 sans aucun problème. Mais donc, on trouve également du samplon 95 E10. Donc en fait, ça correspond à 10% d'éthanol, le E10. Sur les motos qui sont un tout petit peu anciennes, qui n'ont même pas 10 ans, même des plus récentes, les fabricants en fait déconseillent de mettre du samplon 95 E10. Ça a tendance en fait à bouffer les joints au niveau moteur. Donc voilà, dans une station-service, quand tu n'as que du 95 E10, qu'il n'y a pas de 95 normal, et dans ce cas-là, tu mets pas le 95 E10, tu mets directement du 98. Ça posera absolument aucun problème au niveau fonctionnement du moteur. Le seul truc qui est chiant, c'est que c'est un petit peu plus cher. Donc voilà pour la petite chose à savoir au niveau carburant. Ensuite, les petites choses, allez, on va ouvrir le réservoir. Pour te montrer, qu'est-ce que je peux te montrer? Allez, un truc tout bête quand tu fais ton plein. Si tu dégueules un petit peu, tu peux voir ici un petit trou. Et en fait, c'est ce qui s'appelle un trop-plein. Et ce trop-plein, alors j'ai pas regardé encore. Oh là non, généralement, je pense que ça doit être l'un des deux. Donc en fait, quand tu mets trop d'essence dans ton réservoir, que tu t'y prends mal, ça va en fait couler par ce tuyau et ensuite ressortir par ici. Donc là, pas de panique si c'est le cas. Alors je pense que c'est cela. Est-ce qu'il y en a de ce côté-là? Non, je pense pas. Donc c'est les deux qui sont de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est un petit truc à savoir, ne pas avoir peur en voyant des petites gouttes une fois que tu viens de faire le plein. Ça veut dire en fait que tu en as mis dans le trop-plein. Voilà, donc je fais le plein de la bécane et puis on se retrouve tout simplement sur la moto pour les premiers kilomètres de roulage. A tout de suite. Bon, finalement, en fait, je vais quand même te montrer le remplissage du réservoir si tu ne l'as jamais fait sur la moto. Donc, on a dit qu'on prenait du 95 normal. Donc là, c'est pas de l'E10, c'est du 95 normal. Comme sur la voiture, à partir du moment où ça remplit trop le réservoir, la pompe se coupe automatiquement. Donc n'aie pas peur en fait de mettre ton pistolet et tu n'es pas obligé de contrôler absolument puisque ça va se déclencher automatiquement, ça va se couper automatiquement. Donc on va regarder. Allez, tu montres s'il te plaît. Merci. Donc là ça va arriver en haut, donc je l'ai juste inséré d'un petit centimètre, voilà. Et là ça s'est coupé. Allez, reviens sur moi. Alors par contre la moto là elle est inclinée, donc forcément quand je vais la redresser le niveau va être plus bas. Donc pour vraiment la remplir correctement il faudrait en fait que la moto soit droite pour que je puisse vraiment faire le niveau jusqu'en haut. On n'est pas à 1/1000 litre près, là ça devrait aller. Voilà, bon et maintenant c'est parti, on monte sur les motos, je rejoins les collègues et puis on part en balade. Allez, go! Alors, premier petit conseil, ça concerne la circulation en groupe. Pensez toujours à circuler en quinconce, c'est-à-dire en décalé les uns par rapport aux autres. Le premier se met à gauche, le deuxième se met à droite et ainsi de suite. Là, sur cette balade, on était 6 motos. Donc, ça va vous permettre en faisant ça d'avoir notamment une visibilité optimale. Si vous vous mettez en file indienne, vous vous masquez la visibilité les uns les autres. Alors que si vous roulez bien décalé les uns par rapport aux autres, vous pouvez voir très très loin et donc ça va vous permettre d'anticiper un maximum ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a au loin. Pensez également à bien respecter vos distances de sécurité, hein, bien évidemment, pour éviter tout carambolage. À partir du moment où vous prenez des virages, par contre, là, voilà, le quinconce, on l'oublie. Hein. Là, on va plutôt privilégier les trajectoires individuelles de chacun. Et puis, dès qu'on est sorti des virages, on se remet à nouveau en quinconce. Alors, des petits conseils supplémentaires.
Au niveau notamment des puissances des motos. Essayez toujours de mettre les motos les plus puissantes à l'arrière du groupe, tout simplement parce que quand on sort d'agglomération ou quand on sort d'un rond-point, peu importe, les premiers vont commencer à réaccélérer, le groupe va s'étirer et donc ceux qui vont être derrière, au loin, vont avoir besoin d'accélérer beaucoup plus fort que ceux qui sont devant pour pouvoir rattraper le groupe qui est devant. Donc il vaut mieux privilégier des motos puissantes à l'arrière et plutôt privilégier aussi des personnes expérimentées en fond de groupe, ceux qui vont justement devoir accélérer beaucoup plus fort que ceux qui sont devant pour pouvoir rattraper les autres. Donc le rythme sera plus soutenu généralement quand on est à l'arrière d'un groupe que quand on est devant, au début d'un groupe. Ça me permet de faire une transition. Donc quand vous êtes débutant à moto et que vous voulez rouler en groupe, mettez-vous au début du groupe, c'est-à-dire en numéro 2, 3, ce genre de choses, pour pouvoir justement avoir le rythme le plus bas en fait du groupe. Généralement, vous avez tendance en tant que débutant à vouloir vous mettre au fond de peur de ralentir les autres ou quoi que ce soit, mais non, non, au contraire, mettez-vous devant et du coup, voilà, laissez en fait ceux qui sont derrière gérer l'accélération. Donc là, on va se faire une petite pause bien méritée. Ce qui va être intéressant ici, c'est pour stationner, pour se garer, donc ça va être sur le côté droit. Déjà, dans un premier temps, ce n'est pas du bitume, donc il va falloir faire attention à l'adhérence. Et puis, essayez toujours de penser au fait que vous n'avez pas de marche arrière en moto. Donc, essayez toujours en fait de vous placer de manière à repartir le plus facilement possible. Ici, l'erreur, ça aurait été de se mettre en fait directement en avant dans l'herbe. Et donc après d'être bloqué dans l'herbe pour pouvoir ressortir la moto en marche arrière. Alors qu'en se mettant comme tous mes amis sont en train de le faire, ça va vous permettre déjà d'être dans le bon sens pour pouvoir repartir facilement sans galérer avec votre moto. Hop là, ça y est. Bon, donc je me suis mis un petit peu plus en tenue tranquille. Allez, on va faire le tour du propriétaire. Donc là, voilà toutes les bécanes là qui sont présentes aujourd'hui. Là, vous avez une Aprilia Shiver. Donc c'est un 900 cm3. Alors particularité, donc Aprilia, donc moteur italien. Tiens, les petits trucs sympas. Au niveau du cadre, si vous regardez bien, on a un châssis tubulaire, c'est-à-dire que le cadre de la moto est fait de tubes qu'on peut voir donc ici, qu'on va voir certainement, j'espère, de l'autre côté. Voilà, donc par rapport à des châssis, on va dire souvent très souvent japonais, vous avez vraiment un châssis en fait je sais même pas comment vous expliquer ça. Vraiment un châssis, on va dire classique, qu'avec du tube dans ce genre-là en fait. Alors, un truc intéressant sur cette moto. Là, vous avez donc au niveau moteur, c'est un bicylindre. Donc vous avez un cylindre qui est ici, et puis l'autre cylindre qui est juste là. Donc c'est ce qu'on appelle un bicylindre en V. Donc les deux cylindres du moteur en fait sont dans cette position. Particularité de ce genre de moteur, c'est que c'est généralement assez coupleux. C'est-à-dire qu'à bas régime, quand à bas régime, quand vous accélérez, ça a tendance à accélérer beaucoup plus fort que des moteurs avec des moteurs en ligne, bicylindres en ligne ou 4 cylindres en ligne. Voilà, ça c'est une petite particularité de cette moto. Donc je voulais vous la montrer. Allez, on va regarder un petit peu l'arrière au niveau de l'échappement. Il ne faut pas voir la plaque, mince. Bon, depuis tout à l'heure, vous la voyez en circulation. Celle-ci, certains la connaissent peut-être en auto-école, c'est la Honda CB650. Donc là, voilà, ça reste déjà du plus classique. Au niveau motorisation, donc là, on est sur un 4 cylindres en ligne. C'est-à-dire que là, tous les cylindres sont côte à côte dans ce sens-là, en fait, de gauche à droite. Avantage de ce genre de moteur, eh ben, c'est la souplesse, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus linéaire au niveau accélération. Alors certains peuvent reprocher justement à ce genre de moteur d'être trop linéaire et d'être assez ennuyeux. Donc ça je peux comprendre. Il y a les amateurs, les pros bicylindres et puis les pros 4 cylindres. Et ça voilà, chacun a son opinion là-dessus. Bon, c'est pas forcément une moto qui m'intéresse beaucoup, c'est récent et c'est assez passe-partout. Là vous avez une moto un petit peu plus ancienne. Vous avez un 1300 XJR de chez Yam, avec une conception qui est déjà un petit peu plus ancienne. Donc on est sur donc un 1300 1300 cm3, 4 cylindres en ligne.
Et donc à l'époque, il se faisait beaucoup en fait que les boîtes de vitesse, on avait 5 vitesses sur ces machines-là. Donc là, on est sur une boîte 5, alors que toutes vos machines, toutes vos motos récentes que vous utilisez en auto-école, notamment CB500, la Z650 et puis la MT-07, sont en 6 vitesses. Ça, voilà, depuis 2005, grosso modo, c'est fini les boîtes 5. Il restait quelques motos, le R5 de chez Kawa, enfin bref, quelques motos qui étaient en boîte 5, mais ça, c'est fini. Voilà, petite particularité aussi, c'est qu'elle a un refroidissement par air. Donc ça c'est pareil, hein, c'est fini aussi. Donc le moteur n'est pas refroidi par du liquide de refroidissement comme sur toutes les motos. C'est vraiment l'air qui vient refroidir le moteur. On peut le voir d'ailleurs, on reconnaît ce type de moteur avec les ailettes qu'il y a ici. Alors que sur des moteurs qui sont refroidis par un liquide, le moteur en fait est conçu complètement différemment. Donc ça, c'est le radiateur du liquide de refroidissement. Ça par contre c'est juste le radiateur d'huile en fait, de l'huile moteur. Voilà un petit peu pour cette moto. Alors je pourrais en dire beaucoup plus hein, sur les motos, mais bon. Ma petite Hornet que j'ai achetée récemment. Donc là pareil, hein, on est sur du 4 cylindres en ligne. Donc les 4 cylindres sont alignés, le moteur assez linéaire, pas très coupleux à bas régime. Il faut monter assez dans les tours pour que ça commence à pousser. Ensuite, on a une grosse bébête. Donc là, c'est la 1300 FJR de chez Yamaha. Donc à l'origine, je ne sais pas jusqu'à quelle année, le moteur de la XJR et de la FJR était exactement le même en fait. Alors, je ne sais pas en quelle année ils ont changé. Ils ont refait le bloc moteur. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une GT pour grand tourisme, tout simplement. Donc forcément là au niveau confort, je vous laisse imaginer hein, le confort que ça peut avoir. Vous avez pas mal de choses. Donc ici par exemple ce bouton là qui va vous permettre de monter, alors je pense pas qu'avec sans les clés je puisse, voilà, qui va vous permettre de monter en fait la bulle. Elle est réglable donc électriquement. Vous avez également le régulateur de vitesse qui vous permet donc sur l'autoroute, bah, comme sur votre voiture, de ne pas avoir besoin de toucher à l'accélérateur. Donc voilà, moto très agréable. Et tout à l'heure, bah, je vous montrerai, on fera un petit tour avec, et je vous montrerai que même une moto qui fait, alors je crois que ça doit être 270 kg à vide, je revérifierai, mais voilà, généralement dans ces eaux-là, même avec une moto qui fait 270 kg à vide, contrairement à la CB650 que vous connaissez peut-être en auto-école, où là on est généralement à 180-190 kg, là on est à 270 kg. Ben vous verrez qu'on peut en faire facilement tout ce qu'on veut dans les virages, même des virages serrés, à partir du moment où on maîtrise bien une certaine technique qui s'appelle le contre-braquage. Donc tout ça, voilà, vous le retrouvez dans la formation vidéo qu'il y a sur mon site, où je vous explique vraiment le contre-braquage. Et du coup, avec une moto comme ça, c'est encore plus important de bien maîtriser le contre-braquage, parce que balancer la moto dans un virage juste avec le poids de son corps sans utiliser le contre-braquage, pour moi, c'est un peu du suicide, mais bon. Et puis ensuite, je termine par celle-ci. Là, c'est voilà, c'est mon petit coup de cœur. Donc vous avez ici un Honda VFR, qui est un petit peu plus âgé que les autres. Alors je sais pas si c'était les premiers modèles. Celle-ci, elle est de 87. Et donc voilà, une moto assez mythique pour l'époque, et puis qui est resté mythique quand même assez longtemps, même jusqu'à aujourd'hui. Alors hop, je change ma batterie et puis je vous reprends tout de suite après. Hop là, je vous reprends. Alors donc des choses assez intéressantes sur cette moto. Il y a quelqu'un qui va m'écraser. Et alors concernant le moteur, puisque depuis tout à l'heure je vous parle de moteur, tiens, je viens de voir un truc, il faut que je vous en parle après. Donc ici, on a une configuration moteur qui est assez rare par rapport à l'habitude. Alors malheureusement, avec le carénage, je ne vais pas pouvoir vraiment bien vous le montrer. En fait, on a ici un 4 cylindres en V, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 cylindres comme ça et 2 cylindres comme ça. Et ça a vraiment été une particularité de la VFR qui est restée jusqu'au dernier modèle. Ils ont conservé ça. Ça donne juste un moteur qui est un vrai régal à bas régime, qui a beaucoup de couple, un bruit très particulier, qu'ils ont beaucoup modifié au fil du temps. Alors oui, je suis pro Honda, donc forcément je vais vanter les mérites. Donc voilà, un moteur vraiment qui est très particulier. Il n'y a pas beaucoup de motos en fait qui sont en 4 cylindres
en V. À chaque fois, c'est du 4 cylindres en ligne. Là, on n'en a pas. Très rapidement, vous avez aussi des moteurs à plat, comme les BM par exemple, c'est-à-dire que les cylindres sont sur le côté. Vous avez les Guzzi qui sont très légèrement... Alors quand je dis sur le côté, pardon, c'est qu'en fait vraiment le cylindre il est à plat de chaque côté, un ici et un de l'autre côté. Et vous avez les Moto Guzzi où le cylindre est très légèrement relevé, donc c'est presque à plat. Alors je vous montrais ça tout à l'heure. Donc vous connaissez pas forcément avec vos motos toutes récentes. Ça en fait c'est le robinet du réservoir pour passer sur la réserve. Donc en fait si je tourne sur cette position, là l'alimentation du réservoir est fermée. Si je veux rouler, je passe sur la position on. Et puis un truc qui était très drôle à l'époque, alors peut-être que ceux ont connu ça sur les mobylettes, et ben c'est qu'à un moment donné on tombait en panne et il fallait passer sur la dernière position, sur la réserve. Voilà, c'était assez drôle ça. C'est-à-dire que tu étais en train de rouler à 90 sur une départementale, et puis d'un seul coup, ça commençait à faire des à-coups. Et il fallait comprendre rapidement que c'était en fait parce que on atteignait le fond du réservoir et qu'il fallait passer en fait en réserve. Et dès que tu faisais le plein à la station-service, paf, il fallait penser à remettre sur la position on. Parce que si tu restais sur la position réserve et qu'à la fin du plein suivant, tu te dis bon bah c'est bon, j'attends de passer en réserve, ben non en fait tu tombes en panne parce que tu avais oublié de le remettre en position on. Enfin bref, voilà. Et puis dernière petite chose qui est assez intéressante, c'est concernant les pneus. Alors je vais revenir sur la Hornet pour filmer la mienne. Donc je ne sais pas quand paraîtra la vidéo sur les pneus, peut-être que je l'ai déjà publié, j'en sais rien. Donc j'ai fait changer mes pneus récemment. Et si vous regardez bien, vous avez des pneus qui plongent longtemps en fait sur le bord, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, avec un flanc qui est très peu épais. C'est-à-dire vraiment un pneumatique qui est très arrondi, qui va très loin sur l'angle avant d'avoir un tout petit flanc, d'accord? Alors que si vous regardez les pneus de la VFR, de cette VFR, vous vous rendez compte en fait que le pneu n'est pas du tout arrondi comme ça. On voit en fait, je ne sais pas si c'est facile à voir, qu'il est quand même relativement plat. Et donc on arrive très vite sur le bord du pneu, alors que sur nos motos traditionnelles, la bande de roulement va beaucoup plus loin, et ensuite vous avez le flanc du pneu. Là, la bande de roulement du coup s'arrête très tôt, et vous avez un flanc qui est vraiment énorme. Donc malheureusement, avec ce genre de pneus, ça offre moins de possibilités d'inclinaison qu'avec des pneus classiques. Donc là, malheureusement, il n'y a pas la possibilité de faire autrement avec ce type de pneu, ce type de moto. Donc voilà, on est obligé de faire plus attention à l'inclinaison, puisqu'on peut aller moins sur l'angle en fait. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est tout. Ouais. Donc là, on a une selle qui n'est pas d'origine, c'est une selle confort. Ça, je pense que sur la FJR, c'est la selle confort d'origine de la moto. Là, on a les top case pour certains. À l'époque, se faisait beaucoup ces petits sauts de vent, on appelait ça des sauts de vent. Maintenant on les voit quand même beaucoup moins. Donc sur la XJR d'origine, on n'a pas cette pièce en fait qui permet en fait de propulser le vent au-dessus de la tête du conducteur. Donc voilà un petit peu pour vous donner des petites infos. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre là sur nos motos. La FJR, est-ce qu'il y avait d'autres particularités? Non, on était toujours en deux bras sur le bras oscillant. Je vais vous mettre une petite photo où en fait les VFR récentes ont un bras oscillant monobras, c'est-à-dire que la roue arrière est tenue que par un côté de la roue. Je pense que là je vais voir la photo, je vais vous la mettre. Et donc voilà, bon, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me rééquiper et je vais prendre justement petite mémère, la FJR, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec une moto comme ça en inclinaison, voilà, malgré son poids. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est parti là
avec l'essai de la 1300 FJR. Donc c'est moi qui suis sur la moto et c'est Aurore qui est en train de me filmer à partir de ma moto. Donc là l'objectif c'est de vous montrer eh bien, à quel point même une moto comme celle-ci qui fait 270 kg à vide à peu près hein, et 300 avec le plein est très très maniable en fait à partir du moment où vous savez utiliser la bonne technique pour l'incliner, c'est-à-dire le contre-braquage. Donc vous allez voir dans cet extrait que j'exagère certaines choses, mais c'est justement pour bien vous les montrer. Donc au niveau contre-braquage, vous allez voir que des fois je pousse un peu sèchement mon guidon pour provoquer une inclinaison franche de la moto. C'est pour vous montrer à quel point en fait l'utilisation du contre-braquage est si efficace en fait. Et puis vous allez voir aussi ma position. Alors je fais exprès de garder vraiment une position très très droite sur la moto, très à la verticale, mon corps très à la verticale, pour vous montrer que ce n'est pas du tout mon corps qui emmène la moto dans le virage, c'est uniquement, je le répète, le contre-braquage. Donc voilà, c'est parti, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Allez, on enchaîne maintenant, puisque là l'essai de la 1300 FJR est terminé. Là on passe dans un petit bourg avec plein de pavés par terre, super les pavés en 2 roues, puisque là quand il pleut notamment c'est hyper glissant. Donc restez toujours vigilant, ne vous faites pas piéger par un véhicule qui pourrait redémarrer, un piéton qui pourrait traverser, puisque là si vous avez besoin de freiner, et notamment sans ABS, ça risque d'être assez compliqué. On a encore un problème ici avec l'adhérence puisque dans le virage, vous allez trouver une magnifique plaque d'égout métallique. Et donc là, sur sol sec, ça va, mais par contre, sur un sol mouillé, ne passez surtout pas dessus, puisque là, vous allez perdre immédiatement l'adhérence puisque vous êtes en plein virage. Donc ça va être la chute immédiate. Et puis on termine encore avec une autre séquence où là, on va faire une petite pause en fait au bord du Cher, une petite rivière, et on est sur un parking en fait en sable. Donc ici, pas d'utilisation du frein avant, l'utilisation du frein arrière. Hein. Le frein avant, là, vous risquez tout simplement de vous faire bloquer la roue avant et de vous faire chuter bêtement. Et puis, le retour, en fait, moi, de cette balade s'est déroulé la nuit. On a fait un petit apéro le soir, apéro au coca pour moi, je vous précise. Et du coup, voilà, je suis rentré, il faisait nuit. Le but, là, c'est de vous montrer un petit peu la vision que l'on a quand on est en moto en pleine nuit. Quoique on voit qu'il fait un petit peu, il faisait pas encore totalement nuit, mais voilà, ça peut vous donner une idée du champ de vision que ça donne avec le feu de route à cet endroit-là. Donc c'est pas énorme, même avec le feu de route malheureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que je vous ai appris comme d'habitude pas mal de choses, c'est vraiment mon objectif. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu juste en dessous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos, puisque mon but voilà, c'est de vous apprendre plein de choses sur le permis moto et sur votre vie de motard. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!